Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur général, Mesdames et Messieurs, l'exposé conclusif que vient de présenter Monsieur le Professeur Nicolas Maziot est tellement complet, tellement équitable pour la présentation de chacun des points de vue en présence, même si il s'engage lui-même pour une certaine doctrine, que je me sens bien inutile. Et sans doute auriez-vous pu faire l'économie de mon intervention. Je ne prétends pas rejoindre les sommets académiques et doctrinaux que vous avez fréquentés aujourd'hui, manifestement, si j'en crois les conclusions que nous venons ensemble d'écouter. J'aurai donc un point de vue beaucoup plus terre-à-terre. Je vous demande de m'en excuser. Chacun fait avec ses moyens. Je ne suis qu'un modeste représentant de la nation et par conséquent, j'ai une approche qui reflète peut-être le bon sens que nous sommes chargés non pas d'incarner, mais de défendre. Je voudrais vous dire que le regard que je porte sur la justice, celui de la Commission des lois du Sénat, est bien sûr un regard pour la justice pour elle-même, mais c'est aussi un regard qui situe la justice au milieu des autres institutions de la République et qui doit réfléchir à la place que la justice doit occuper dans une démocratie comme la nôtre, à côté des pouvoirs publics constitutionnels. Nous avons lancé en juillet 2016 une sorte d'enquête sur la justice qui nous a conduits à faire une longue plongée dans votre univers. Cette longue plongée nous a conduits à auditionner plus de 350 personnalités, pour l'essentiel venant des juridictions, mais aussi des prisons, du monde universitaire, du monde de la recherche, des représentants des personnels qui travaillent pour vos tribunaux et juridictions. Nous en avons tiré des impressions simples. La justice va mal, le nombre d'instances ne cesse d'augmenter, les délais s'aggravent, les conditions de travail sont inégales et parfois très mauvaises, les systèmes de gestion sont souvent enrayés, l'absence de confiance dans les chefs de juridiction pour assumer leurs responsabilités financières stérilise l'initiative. Les efforts en matière d'informatisation et de dématérialisation restent lents, un peu chaotiques parfois, toujours très centralisés. Et nous sommes en présence d'une situation qui est en grande partie sinistrée. Je n'en fais nullement porter la responsabilité aux magistrats des tribunaux et à leur personnel, mais je constate une très grande difficulté, et ce constat a été partagé par tous les membres de la mission que j'ai eu l'honneur d'animer. La situation des vacances de poste de magistrats et de greffiers est un autre aspect de la difficulté. Nous avons donc remis au mois d'avril dernier un rapport. Ce rapport comporte 127 propositions. 125 d'entre elles ont été approuvées à l'unanimité des partis politiques alors représentés au Sénat. C'est dire qu'il se forme un véritable consensus politique autour de certaines recommandations. Ces recommandations sont en grande partie convergentes avec celle de monsieur le professeur Michel Bouvier, que je salue, et qui ont fait l'objet d'une grande partie de vos débats d'aujourd'hui.
nous recommandons une loi de programmation des moyens de la justice. Nous constatons qu'au cours des 3 derniers quinquennats, celui au cours duquel les moyens de la justice ont le plus augmenté, c'est celui qui a fait adopter dès le mois de juillet de l'élection présidentielle une loi de programmation pour les moyens de la justice. Une loi de programmation n'impose pas aux législateurs de voter chaque année les crédits de paiement qui correspondent aux engagements pris, mais c'est tout de même une ardente obligation politique qui permet d'exercer sur le gouvernement, quand il élabore son budget, une pression qui s'est révélée efficace dans le passé. Mais nous pensons que la question de l'échelle des moyens n'est pas la seule. À côté de la question de l'échelle des moyens, il y a la question de l'utilisation des moyens. Et en suivant un certain nombre des recommandations de la Cour des comptes, nous avons voulu proposer également de nouvelles dispositions législatives, touchant pour certaines d'entre elles la loi organique relative aux lois de finances, afin de modifier les modes de gestion et de créer de nouvelles procédures. J'y reviendrai. Nous avons également proposé des réformes d'organisation. Le tribunal de première instance, un nouveau modèle de cour d'appel, de sorte que chacune de nos cours d'appel ait la même capacité de répondre aux contentieux complexes que les mieux dotées d'entre elles sur le territoire national. Nous n'avons pas abordé la question des cours d'appel en fonction d'un critère de proximité qui nous paraît tout à fait inopérant, compte tenu de la nature de la juridiction d'appel. Elle est toujours loin, sauf pour ceux qui habitent dans le département du siège de la cour d'appel elle-même. Qu'elle soit plus ou moins loin n'apporte pas de grande différence. Et j'ai été très agréablement surpris que dans cette assemblée démocratique des territoires qu'est le Sénat de la République, je ne me sois heurté à aucune opposition au moment de l'adoption du rapport. Ça ne garantit pas pour l'avenir que certaines oppositions ne se réveilleront pas. On a pu apprécier au cours des dernières semaines l'inquiétude qui se manifeste dans un certain nombre de villes sur ce sujet. Mais enfin, des cours d'appel qui aient la capacité de traiter tous les contentieux qui peuvent être portés devant elles, des tribunaux de première instance qui évitent aux justiciables de devoir s'y retrouver dans la répartition complexe des compétences entre l'instance et la grande instance, ce sont tout de même des réformes qui faciliteraient le fonctionnement de la justice et l'accès à la justice dans notre pays. Alors bien sûr, ces questions n'épuisent pas vos réflexions. Et j'ai bien compris, en vous écoutant, que vous aviez à l'esprit d'autres ambitions que celles qui consistent tout simplement, comme il est nécessaire de le faire, à améliorer à la fois l'organisation et les moyens de la justice. Vous le savez, Monsieur le Premier Président, j'aborde ces questions avec beaucoup de circonspection, peut-être faute d'y avoir réfléchi d'une manière aussi approfondie que les hauts magistrats qui vous entourent. Mais il me semble tout de même que lorsqu'on aura résolu le problème de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature pour la nomination de tous les plus hauts magistrats du parquet, la question de l'indépendance ne sera pas celle qui émergera comme la principale question pour l'avenir de la justice. Pas une fois, au cours de nos si nombreux déplacements, nous n'avons entendu un magistrat se plaindre d'avoir dû résister à des pressions, à des tentatives d'influencer ses décisions, à un manque d'indépendance dans l'exercice de ses missions. Fort heureusement, l'indépendance est un acquis de la justice dans notre pays. Nous ne sommes pas dans une république bananière. Nous sommes
dans la République française, nous avons un État de droit qui est un État qui s'est construit à travers les années et même les décennies et les siècles. Il est solide. La justice ne saurait devenir un contre-pouvoir. Ce n'est d'ailleurs pas l'intention de ceux qui défendent une plus grande indépendance avec le transfert de la responsabilité du budget de l'autorité judiciaire à un conseil de justice. C'est heureux d'ailleurs, car si la justice devenait un contre-pouvoir, elle pénétrerait dans une arène où elle se compromettrait. Elle a besoin de conserver cette dignité qui tient à son impartialité et à sa distance par rapport au pouvoir public qui exprime démocratiquement la souveraineté nationale. Aujourd'hui, l'élaboration et l'exécution du budget de la justice relèvent d'arbitrages gouvernementaux. Faut-il en rappeler la raison ? La justice est une fonction de l'État. Fonction de l'État qui rentre en concurrence avec d'autres fonctions. Il y a le budget de la justice. Il est essentiel. Mais il y a aussi le budget des armées, le budget de l'éducation nationale, tous les autres budgets. En démocratie, aucun budget ne peut se concevoir comme devant être construit indépendamment des autres budgets. Il y a une règle, celle de l'unité de l'État, qui se traduit par l'unité du budget de l'État. Et il y a une autre règle, c'est que le budget de l'État est présenté au Parlement par un gouvernement, lequel est nommé par un président de la République et responsable devant l'Assemblée nationale. Si nous devions concevoir un autre système, il faudrait aller jusqu'au bout de ses implications et accepter la mise en cause du principe de l'unité de l'État. Ça n'est pas la recommandation que je ferai. Mais si nous devions le faire, à ce moment-là, il faudrait que le Conseil de justice soit responsable devant le Parlement. Il faudrait par conséquent que son président, ses membres puissent être renversés par l'Assemblée nationale. Je ne connais pas en démocratie de système qui permette à une institution de ne pas relever de la logique démocratique. C'est quand même un butoir qu'il faut considérer avec attention lorsqu'on réfléchit à un certain nombre d'évolutions qui peuvent paraître séduisantes si l'on observe la justice pour elle-même sans la situer dans l'ensemble des institutions d'une république, mais qui comportent évidemment des questions extrêmement délicates de droit constitutionnel qu'il nous faut trancher. Alors, peut-être que la réflexion à laquelle vous contribuez nous permettra de progresser sur la voie que vous nous indiquiez, monsieur le professeur Maziot. Vous avez, pour certains d'entre vous, reconnu que la situation n'était pas tout à fait mûre pour faire le grand saut. Pour autant, je crois qu'il est nécessaire d'avancer pour que, en matière d'efficacité de cette grande fonction de l'État qu'est la justice, il y a un certain nombre de règles nouvelles qui soient posées. Nous avons proposé, c'est une proposition de loi qu'effectivement j'ai signée, qu'il n'y ait plus de crédit mis en réserve au ministère de la Justice, et donc plus d'annulation de crédit, ni même de rétablissement de crédit en cours d'année. La gestion erratique que cela induit dans nos juridictions est hors de proportion avec l'avantage que les finances publiques peuvent en tirer, et qui est plus que nul, il est négatif, puisque cette situation entraîne régulièrement des surcoûts. C'est déjà un combat difficile, et pour lequel nous ne sommes pas certains de ne pas nous heurter à des principes constitutionnels, ceux qui sont tirés de l'article 20 de la Constitution, qui confère au gouvernement le soin de mettre en œuvre la politique de la nation, laquelle s'exprime par le budget de l'État voté
par le Parlement. Il y a un deuxième point, je l'ai cité tout à l'heure, c'est bien sûr la loi de programmation. Nous l'avons proposée. Nous regrettons qu'une loi de programmation n'ait pas été adoptée par le Parlement dès le mois de juillet dernier, car il s'agit d'inscrire l'action de redressement en faveur de la justice sur une période de 5 ans. Et puis enfin, et je sais que vous avez marqué beaucoup d'intérêt pour cette question, je crois qu'il est temps aujourd'hui de créer 2 programmes à l'intérieur d'un budget de l'autorité judiciaire, de sorte que, à la fois pour le Conseil supérieur de la magistrature et pour les juridictions, la particularité, la spécificité de la justice soit mieux reconnue dans notre droit budgétaire. Voilà les quelques réflexions que je voulais vous livrer. J'espère ne pas vous avoir trop déçu. Mais parlant sous le regard d'ailleurs sévère de Charlemagne et de Napoléon Ier, je tenais néanmoins à exprimer dans cette salle, où je suis très impressionné de pouvoir m'exprimer, une vision de l'État en même temps qu'une vision de la justice. Je vous remercie.